tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer la lecture de notre trilogie des enfants de la Louve. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas enregistré, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Donc cette fois-ci, nous allons entamer le 3e tome qui se nomme La vallée des mammouths. J'espère que vous êtes aussi contents que moi de retrouver Erel et Petinet dans leurs aventures. On va commencer tout de suite, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 1. Le jeune loup s'était brusquement arrêté, les sens en alerte. Les cristaux de neige scintillaient dans l'air vif. La lumière était si forte qu'il devait plisser les paupières pour observer le manteau neigeux sans être aveuglé. Son œil aiguisé tentait de percer les mystères de l'immensité blanche, d'y détecter une trace de vie. La bête huma l'air froid, les narines dilatées. Odeur, chaleur, anomalie de la couche de poudreuse déposée durant la nuit, tout indice qui pourrait révéler la présence d'une proie était recherché. Soudain, son regard fut attiré par une légère dépression sous un buisson d'aulne vert, mise en évidence par l'ombre d'un mélèze qui lui cachait furtivement le soleil. Le loup aspira une coulée d'air froid qui déposa une odeur sur ses narines. Cette infime parcelle olfactive réveilla son instinct. Quelques coudées le séparaient du buisson. Il était encore trop loin pour sauter et l'épaisseur de la couche de neige diminuerait son élan. Prudemment, il leva sa patte avant droite et la replongea un peu plus loin dans la blancheur immaculée. Un pas encore, et ses narines lui confirmèrent la justesse de son flair. Mais la proie ne l'avait pas attendu, et une gerbe de neige lui explosa soudain au museau. Il vit des ailes se déployer, tandis qu'un gloussement sonore réveillait le sous-bois. Po, 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 po. Le loup mit toute sa détente à contribution et se projeta vers la forme blanche qui venait de jaillir. Mais ses mâchoires se refermèrent sur du vide et il retomba lourdement dans la neige fraîche. Un sifflement distinct des cris affolés du volatile, qui battait frénétiquement des ailes, se fit bientôt entendre. Alors qu'il allait se glisser sous la protection des rameaux d'un pin, l'oiseau tomba comme un glaçon se détachant d'une branche. Bravo Patou, on l'a eu. Le cri de victoire de la jeune fille revigora le loup. Déjà, il fonçait vers le lieu de la chute, brassant la couche de neige de ses 4 pattes. Il ramassa la perdrix encore chaude et alla la déposer aux pieds de sa maîtresse. Erel glissa sa fronde dans sa ceinture de peau. Puis elle retira une moufle reliée à l'autre par un lacet de cuir qu'elle laissa pendre autour de son cou. Elle attrapa la perdrix et lissa ses magnifiques plumes blanches, son camouflage d'hiver, pour récupérer un peu de sa chaleur animale. Elle ouvrit sa besace de cuir et l'oiseau rejoignit 2 autres proies déjà raidies par le froid. Elle réajusta sa pelisse de peau d'ours, s'accroupit et gratifia Patou d'un morceau de tendon de renne séché, friandise que le loup appréciait par-dessus tout. Miel, la jumelle de Patou, s'avança pour quémander, mais elle se détourna d'elle, lui signifiant qu'une friandise était une récompense. Belle prise, Patou, on voit que ton entraînement porte ses fruits. Petinet s'approcha et enleva son capuchon de fourrure pour embrasser la louve et lui offrir sa joue alléchée. Bon loup, oh le bon loup, ajouta-t-il joyeusement. Erel retrouva vite une mine soucieuse. Le soleil avait accéléré sa chute vers le couchant, qui ne tarderait pas à l'avaler. C'est bien, mais la horde a faim, et on n'a pris que 3 perdrix. En route, cousin, ordonna-t-elle. Oui, la horde de la louve avait faim. L'hiver s'éternisait avec ses vents furieux qui balayaient l'immense toundra. Erel, Petinet et les loups sortaient chaque jour chasser les rares animaux qui survivaient encore dans les parages. La horde se calfeutrait depuis 5 lunes sous l'immense voûte de son abri dans le vallon, protégée des éléments et du froid polaire. Nulle trace du dégel salvateur ne se montrait. Les 2 enfants chasseurs reprirent leur chemin. Leurs bottes fourrées de cuir de bison s'enfonçaient dans la neige, qui cédait parfois sous leur poids, et ils devaient
s'agripper à une branche pour ne pas glisser. Miel avançait en tête de la petite colonne, laissant Patou fermer la marche. La jeune louve avait bien compris le message. Sur le qui-vive, elle guettait toute opportunité de mériter, elle aussi, un délicieux tendon. Plus bas, un lièvre, dérangé dans sa toilette, détala sans demander son reste, déclenchant aussitôt la réaction de Miel. Pour le rejoindre, elle n'eut qu'à suivre les longues traces en triangle qui zigzaguaient entre les bouleaux. Mais d'une brusque accélération, l'animal, que la horde surnommait Longue-Oreille, la distança. Hérel, Petit Nez et Patou se déployèrent rapidement en arc, les fronts vite armés de pierres rondes. Miel rattrapa l'animal, revêtu de sa robe hivernale, le forçant à changer de direction. Affolé, le lièvre ne se soucia que des crocs qui le pourchassaient et fit demi-tour, sans se douter que d'autres prédateurs étaient aux aguets. Encore quelques virages brusques, quelques troncs couchés franchis d'un bond, et l'animal se retrouva encerclé. Dans l'air froid, fendu par le tournoiement des frondes, Miel accéléra. Le lièvre était tombé dans le piège. Cette fois, ce fut la pierre de Petit Nez qui le faucha en plein bond. Miel rapporta au garçon la forme blanche à peine tachée. Celui-ci s'en saisit, enleva une moufle et caressa le poil doux du corps encore chaud. Voilà un bonnet blanc bien chaud pour toi, Hérel, lança Petit Nez sur un ton espiègle. Tu peux le garder, je préfère celui-ci, retoqua-t-elle en désignant sa belle toque noire de fourrure d'ours. Petit Nez partit d'un grand éclat de rire. Lui et sa cousine aimaient bien se taquiner, mais ils s'adoraient. Combien d'aventures avaient-ils partagées? Ensemble, ils avaient affronté le terrible Longue-Dent, le tigre à dents de sabre. Ils avaient échappé aux hyènes et surtout, ils avaient protégé Sable et ses petits, Patou et Miel, des louves de leur ancienne meute. La horde avait désormais adopté les loups. Elle était devenue leur nouvelle famille. Le garçon sortit la friandise bien méritée de sa besace et la tendit à Miel. La louve la happa au creux de sa main. Il lui caressa l'encolure pendant qu'elle marchait avec délectation. « Bien, ma belle, on aura du lièvre au menu ce soir. » Il sourit à Hérel. Complices, ils partagèrent à leur tour un morceau de viande séchée. Petit Nez resta un moment à contempler leur loup, songeur, avant de faire part de sa réflexion à sa cousine. Tu as vu comme chacun d'eux a développé son propre talent. La course pour les longues pattes de Miel, le don de débusquer les animaux en fouillant les terriers et les trous de neige pour le long museau fin de Patou, malgré ses pattes plus courtes. Et puis tu as vu comme ils nous écoutent, nous sommes leur meute. Oui, tu as raison, nous formons tous ensemble une famille, et sans eux, nous rentrerions bredouilles, précisa Hérel. Et sans nous, nos loups ne pourraient pas se réchauffer auprès du feu sous la voûte, enchaîna Petit Nez. Mais sont-ils encore vraiment des loups? Demanda Hérel. Les deux enfants se regardèrent sans trouver de réponse à cette question qu'ils se posaient de plus en plus fréquemment. Je ne sais pas, mais en tout cas, on va vite rentrer à l'abri avant qu'il ne fasse nuit, conclut la jeune fille dans un sourire où l'on pouvait lire toute la fierté que ces loups lui procuraient. Comme pour répondre à la pensée de sa cousine, Petit Nez ajouta: Je me demande comment Ours Fort s'en sort avec Sable et les chasseurs. Chapitre 2. Ours Fort s'approcha. Le duvet sombre qui envahissait peu à peu l'espace entre son nez et sa lèvre supérieure était durci par le gel. Il ouvrit la bouche avec peine pour répondre à Silex. « D'accord, je reste ici avec Sable. Compte sur moi. » Un à un, les chasseurs s'enfilèrent dans le boyau qui perçait la paroi de la caverne. Le garçon les regarda s'y faire avaler avec un mélange de regret et de fierté. Regret de ne pas participer directement à la chasse aux côtés des plus hardis traqueurs de la horde, en particulier leur chef, Bison, et bien sûr Silex, le beau-frère de ce dernier. Mais fierté d'avoir été choisi pour rester en réserve avec Sable, l'incarnation de la louve, l'esprit tutélaire de la horde. Lorsque Lynx Rusé, le meilleur pisteur de la horde, avait apporté la nouvelle qu'un ours avait choisi l'une des grottes du vallon pour hiberner, Bison n'avait pas hésité. Le
chef des chasses savait que les rares proies faméliques qui erraient dans la toundra ne permettraient pas à la horde de tenir jusqu'au printemps. De plus, son expérience lui disait que les chasseurs risquaient de se décourager à force de rentrer bredouilles de leur expédition. Un ours coincé dans une caverne, somnolent et ignorant la menace, était une proie facile. Certes, mais il ne fallait en aucun cas sous-estimer le danger que le redoutable plantigrade, brusquement réveillé de son sommeil hivernal, pouvait leur faire courir. Débusquer un ours dans sa caverne n'était pas un but de chasse ordinaire. Se retrouver face à un animal déchaîné et affamé avait de quoi faire hésiter les chasseurs les plus intrépides. Rien n'était assuré. Cependant, Bison savait qu'une telle prise serait comme un signe du retour de la chance. L'espoir de l'éclosion proche du printemps renaîtrait avec sa viande coriace. Bison s'attendait à trouver l'énorme mâle qui avait été aperçu en train de pêcher des saumons à l'automne. Il leur fournirait sa viande, certes moins grasse qu'à la belle saison, ainsi que sa belle fourrure. De quoi nourrir la horde pour qu'elle tienne encore une autre semaine. Trois doigts, l'homme sage de la horde, avait lu les braises et y avait jeté les figurines des esprits protecteurs. Il était revenu de sa transe en prédisant que le printemps s'annoncerait dès que les chasseurs auraient fait face à une épreuve inhabituelle dont il ignorait la nature. C'est donc rassuré par la prédiction de leur homme sage que les hommes s'étaient enfilés dans le boyau. Bison avait préféré laisser Sable dans la première caverne. La louve ne lui serait d'aucune aide contre un ours, et comme il ne voulait pas risquer la vie de son jeune hôte, cela lui avait également fourni un prétexte pour laisser Ours fort à l'entrée du boyau. Il avait promis au père du garçon, Cheval Fou, chef de la horde des hommes bisons, de prendre soin de lui pendant qu'il apprendrait à vivre avec les loups. Bison déboucha en tête sur la cavité secondaire. Immédiatement, une odeur de fauve lui chatouilla les narines. L'ex-rusé, qui venait de s'extraire du boyau à sa suite, avait eu du flair. Les trois conduirent au jeu, délivra encore Silex, qui vint se mettre en position, sans un bruit, aux côtés de ses compagnons. Armés chacun d'un solide épieu, ils s'avancèrent dans la pénombre, à peine éclairés par la lampe de pierre que Silex venait de poser sur un rocher. Une faible flamme vacillante s'échappait timidement de la mèche de poils de reine tressée et trempée dans la graisse de marmotte. Soudain, un terrible grognement fit trembler la grotte. Une ombre gigantesque se dressa sur la paroi, menaçant d'engloutir les trois hommes qui se campèrent sur leur position, arcs boutés sur leurs jambes, les talons plantés dans le sol sablonneux. Ils brandirent leurs épieux aux pointes acérées et durcies au feu, en direction de la bête. Debout sur ses pattes arrière, tout gros dehors, elle laissait exploser sa colère. Bison, Lynx, Rusé et Silex se regardèrent à la lueur de la flamme. Il y avait quelque chose d'inhabituel. Un puis deux faibles grognements, faisant écho aux nouveaux grondements qui venaient de secouer la grotte, achevèrent de les en convaincre. Si deux oursons se manifestaient, c'est que l'ours était en réalité une ours. Profitant de leur stupeur, elle s'avança immense, déterminée à défendre la vie de ses petits. De sa patte droite, elle balayait l'air pour maintenir les intrus à distance. Elle n'attaquerait pas tout de suite, mais riposterait à toute tentative d'agression. Cependant, elle n'eut pas à se défendre. Les chasseurs s'agenouillèrent en signe d'humilité. La voix émue de Bison retentit dans la caverne. « Mère ours, pardonne-nous de t'avoir dérangé. Retourne dormir avec tes petits et laisse-nous partir. » Le chef de la horde et ses hommes aguerris auraient pu la tuer en l'encerclant. Ils auraient également pu tuer ses petits et rapporter leur viande. Cette nourriture tendre aurait profité aux plus faibles. Mais on ne sauve pas les hommes en éliminant la descendance de l'ours. Sinon, qui donc à l'avenir leur fournirait les fourrures indispensables à leur survie en hiver? L'ours, d'abord stoppé net dans son élan, décida qu'il fallait profiter de l'attitude de ses prédateurs, perçue comme un aveu de faiblesse. Elle s'avança dans leur direction, les babines retroussées. Elle allait bondir sur Bison quand une forme allongée s'interposa. Sable se coucha devant les hommes, les oreilles et la queue basse en signe de soumission. L'ours retomba sur ses pattes et doucement rejoignit ses petits en ignorant les intrus, comme s'il n'avait jamais troublé son sommeil. Une fois encore, la louve venait de prouver sa fidélité sans
gelée, de l'élever vers la voûte qui protégeait l'abri des morts du soleil des vivants. Elle s'arrêta un instant sur la crinière du loup qui faisait face à la horde assemblée. Ses oreilles dressées, ses crocs aiguisés, son long museau terminé par une truffe noire, frémissait à chaque coup frappé sur la peau de reine tendue. Erel aurait vainement cherché un regard dans ses orbites éteintes. Ses yeux descendirent pour rencontrer ceux de Trois Doigts, son grand-père, auquel la tête de loup servait de couvre-chef. La dépouille se prolongeait par la fourrure, la queue et les pattes qui pendaient dans le dos de l'homme sage. Il avait revêtu la peau du vieux gris, mort des blessures infligées par un rival dans un ultime combat pour l'honneur. La bête était venue rendre son dernier souffle auprès des enfants de la louve, la horde qui ne tuait pas les loups. Trois Doigts, qui à l'époque portait encore son nom d'enfant, lynx subtil, avait fait de sa peau son habit de cérémonie. Il était alors l'apprenti de son prédécesseur, le vénéré celui qui voit au-delà du glacier. En ce jour de deuil, il la revêtait une fois encore, comme il l'avait déjà trop souvent fait au cours de ce terrible hiver. Il neigeait toujours. L'hiver narguait la horde en lui signifiant la fragilité de l'existence. Trois Doigts, emporté par l'effet des champignons magiques, dansait en oubliant ses douleurs de vieil homme. La horde enterrait 4 des siens, 2 vieillards, antilopes et 2 saguets, morts de faim après s'être longuement privés pour les plus jeunes, et de nouveau-nés. Le lait de leur mère s'étant précocement tari, ils ne connaîtraient jamais le chant retrouvé des oiseaux de leur premier printemps. Entre l'homme sage et l'assemblée, 4 fosses étaient ouvertes dans la terre gelée. Les corps des 2 anciens gisaient emmaillotés dans une peau de reine. Antilope emporterait avec elle, posé sur sa poitrine, son meilleur couteau à découper les peaux. 2 saguets, pour sa part, prendraient dans sa tombe ses 2 plus belles saguets aux pointes taillées dans l'ivoire que dans sa jeunesse il était capable de lancer en même temps. Les 2 petits trous, que l'on distinguait à peine, recèlent chacun une petite boule de peau d'hermine, blanche comme neige. Les bébés n'accompagneraient pas les anciens au pays des morts. Ils flotteraient parmi les vivants, comme de petits esprits bienveillants. Tel était le rite, telle était la croyance de la horde. Soudain, Erel sentit une main saisir la sienne et la serrer fort. Elle tourna la tête, c'était Petit Nez. Son cousin peinait à contenir son émotion. Les larmes restaient au coin de ses yeux, comme les gouttelettes hésitantes d'un glaçon ou des gels, puis elles roulaient en cascade sur ses joues rougies par le froid. Miel trottina pour le rejoindre et s'assit à ses côtés. Lorsque le tambour se tut et que Trois Doigts signala la fin de la cérémonie en jetant l'ogre puisé dans un récipient d'os sur les défunts, la louve lécha la main de Petit Nez pour apaiser ses sanglots. Chapitre 4. Frères chasseurs, nos provisions sont presque épuisées. Ce n'est pas avec les maigres proies que nous rapportons que nous survivrons jusqu'au printemps. Il gelait toutes les nuits, et la neige ne se décidait pas à fondre. Un vent d'ouest amenait des nuages de poussière qui salissaient sa blancheur et voilaient le soleil. Pourtant, cela faisait bientôt une lune que la longueur des jours avait dépassé celle des nuits. Bison fit une pause. Il tapota son bâton en ivoire sculpté. Le chef semblait chercher une réponse dans le regard du mammouth qui en ornait le pommeau. Silex abonda dans son sens. Oui, nos réserves n'ont jamais été aussi réduites, et les animaux souffrent autant que les hommes. Et ce ne sont pas quelques perdrix et écureuils qui nous nourriront, il faut réagir. Que suggères-tu? Enchaîna Bison, qui croyait déjà connaître la réponse de son beau-frère. La couche de neige est épaisse, la toundra est balayée par les vents comme au solstice, répondit Silex. Je crois qu'il est temps de monter une expédition dans la vallée des mammouths. Plutôt que de nous disperser en petits groupes pour tenter de chasser les rares cerfs au grand bois, les antilopes ou les bœufs musqués qui errent à la recherche d'un peu d'herbe, concentrons nos efforts sur une seule prise, un mammouth. Après la nuit qui avait suivi la cérémonie des morts, le conseil s'était réuni autour du grand foyer de l'abri. Il n'y a plus de saison, disaient les anciens. D'autres idées jaillirent de l'esprit des chasseurs. On pourrait demander de l'aide à la horde des hommes bisons, lança un homme que la chasse aux mammouths semblait rebuter.
Ils nous doivent bien ça, après tout, nous nous occupons d'Oursefort comme si c'était l'un des nôtres, et puis on a assez d'ivoire pour le troquer contre de la viande. Les palabres se poursuivirent longtemps. En chef avisé, Bison aimait laisser des chasseurs proposer des solutions aux problèmes de la horde. À lui de choisir la meilleure. Il connaissait les dangers de la toundra en hiver, et la proposition de Silex était bien la seule issue raisonnable à cette situation désespérée. La vallée des mammouths, c'est là que les géants passaient l'hiver, abrités des vents glaciaux pour y brouter l'herbe rare sur les pentes. Enfin, Bison fit part de sa décision. Silex voit juste. Demain, je conduirai les chasseurs en direction de la vallée des mammouths. Il fit signe à Sable et à Miel d'approcher. Elles l'entourèrent et le laissèrent caresser l'épaisse fourrure d'hiver qui garnissait leur dos. Nous prendrons les deux louves. Alpa et Patou resteront dans l'abri avec les femmes, les enfants et les louveteaux sous la surveillance de Patte-Folle, de Grand-Cerf et de Hibou. Nous ne tuerons qu'un seul mammouth mâle. Sa viande sera acheminée jusqu'à l'abri sur des traîneaux tirés par les louves. Nous les avons entraînées, elles se prêteront volontiers à l'exercice. Ainsi, la horde survivra jusqu'au printemps. Les hommes se regardèrent d'un œil grave. Les temps étaient durs, et il leur fallait secouer leurs os transis s'ils ne voulaient pas assister à d'autres enterrements. Ils n'avaient plus chassé ces grands animaux depuis le vieux mammouth acculé dans les marais par les loups. Pisté, le chef incontesté de la toundra, éveillait autant leur excitation de chasseurs que leur crainte face au danger. Après avoir apporté leur prise du jour à leur mère, R et les petits nez s'étaient assis en silence autour d'un des foyers qui éclairait l'abri pour écouter les chasseurs. Alpa et les autres louveteaux étaient venus à leur rencontre. Caline avait jappé de joie en découvrant la présence d'Oursefort. Le garçon s'était laissé lécher le visage par sa petite louve. Son discours terminé, Bison se dirigea vers eux. « Vous avez entendu, nous partirons demain à l'aube. » Il brillerait les petits nez chacun par une épaule, et ses yeux bienveillants captèrent leur regard. « J'ai une mission à vous confier, poursuivit-il à leur intention. Je vous demande de rester garder l'abri avec Patou et Alpa. Vous obéirez à Patte-Folle et à vos mères. » Les deux cousins se regardèrent, fiers de cette confiance. Mais ils en déduisirent, avec une lueur d'envie, qu'Oursefort, lui qui avait réussi son épreuve de passage à l'âge adulte au printemps, serait de la chasse aux mammouths. Le regard du garçon, qui venait lui aussi de comprendre, s'illumina. Ses yeux croisèrent ceux de Bison, puis ceux de ses amis, et il rougit à cette perspective. Elle lui sourit, avant de se rappeler que leur grand-père leur avait demandé à Petit Nez et elle de le rejoindre avec Oursefort autour de son foyer à l'issue du conseil. « Mes enfants, j'ai lu les braises pendant que vous écoutiez les chasseurs palabrer. »« Et que t'ont-elles appris, grand-père » l'interrogea Petit Nez avec curiosité. « J'ai vu la terre s'ouvrir et engloutir les chasseurs. J'ai vu un jeune mammouth errer seul parmi les dépouilles de son troupeau. J'ai vu des loups hostiles hurler leur faim. J'ai entendu le rugissement de la lionne. Ces visions sont un avertissement pour vous, erraient les petits nez, et elles te concernent également, Oursefort. Chacun de vous aura une tâche à accomplir et devra être à sa place en temps et lieu voulu. Soyez vigilants. Maintenant, il serait sage d'aller vous coucher, car par notre mère la louve, la journée de demain vous apportera son lot d'émotions. Voilà, nous allons nous arrêter ici. J'espère que vous avez aimé et que vous êtes impatient comme moi de connaître la suite et surtout la fin, car nous avons bientôt terminé cette trilogie. En tout cas, si vous avez aimé,